Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Air du Son, une émission sur les histoires aujourd'hui, mais plus précisément sur ceux qui font vivre les histoires, tout en son. On va écouter ceux qui parlent et qui jouent, mais sans être filmés, mais toujours en son. Qui sont les comédiens de la radio? Comment jouer sans être vu? Comment lire un livre ou un texte à la radio? Qui sont les narrateurs et comment travaillent-ils? Comment répètent-ils? Ce sont toutes ces questions qui vont nous occuper pendant cette demi-heure d'émission. Nous parlerons fiction audio, doublage, narration et livres audio. Avec nous aujourd'hui, Noam Morgenstern de la Comédie Française. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Merci d'être là. Alors vous êtes évidemment un habitué du théâtre et de la caméra, mais aussi beaucoup de la radio, de ses micros et de ses fictions, mais aussi de la narration et du doublage. Vous faites tout en fait. Ah bon? D'accord, je l'apprends. Non, mais c'est vrai que la radio, c'est un média. Je suis content qu'on en parle. Ça m'intéresse énormément le fait que ce soit invisible et qu'il faut travailler pour ça, pour des oreilles. On va en parler. Bienvenue en tout cas. Bonjour aussi à Sophie. Bonjour. En fin d'émission, vous parlerez du dernier livre d'Anna Gavalda, Fendre l'armure. Mais je crois bien. Voilà. On y va, c'est l'heure du son. Alors Noam Morgenstern, vous êtes à la Comédie Française depuis le 12 avril 2013, très exactement. C'est précis. Vos premiers mots ont été pour le théâtre et la musique assez tôt. Vous avez intégré les cours Simon, c'est bien ça? Oui, juste à côté. Oui, c'est ça, c'est nos voisins. Ensuite, vous avez fait pas mal de doublages, notamment pour la version française du film Munich de Steven Spielberg. Vous avez aussi beaucoup travaillé dans le son, donc le mixage entre autres, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Évidemment, donc vous avez fait du cinéma, vous avez joué dans des formats pour la télévision, vous avez fait plusieurs fictions pour France Culture et France Inter, vous avez été aussi narrateur de livres audio. Où cela va-t-il s'arrêter? En vrai, moi j'aimerais savoir comment c'est possible d'être à la fois comédien, à la fois ingénieur du son, à la fois narrateur, à la fois musicien. Ça fait beaucoup, tout ça. Ça se fait avec la même sensibilité. Et je pense que, je crois que au théâtre, par exemple, tous les soirs, je joue Vania, mise en scène par Julie Deliquet, on joue au Vieux Colombier. Et j'ai un personnage qui s'appelle la Gaufre et qui est un personnage qui peut rentrer et sortir de la pièce. Je regarde mes camarades, je peux intervenir quand j'en ai le droit. Et donc, je suis très spectateur du spectacle. Et je vois que donc, je joue énormément à l'écoute. Je suis très, pendant que je joue, je fais extrêmement attention au regard qu'on porte sur moi. C'est-à-dire que c'est une chose que j'entends. Mais j'allais dire, c'est une chose qu'on ressent quand quelqu'un... oui, c'est ça, j'allais dire nous dévisage, mais en tout cas, fait attention à nous. Comment est-ce que vous sentez ce regard? Comment est-ce que vous entendez le regard? Comment est-ce que vous estimez percevoir avec vos oreilles le fait qu'on vous regarde? Je ne sais pas si c'est pas quelque chose, je vais le dire un peu bêtement, mais d'animal. J'ai l'impression que dans le métro, les gens se regardent et souvent, ils ont l'air surpris et se retournent vers une personne qui justement était en train de les dévisager. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, dévisager, mais il y a quelque chose qu'on ressent. On ressent quelqu'un qui pose le regard sur soi. Et au théâtre, sans doute avec le fait que j'ai développé mon oreille musicale et que j'adore trafiquer le son, parce que justement je fais du mixage et puis même j'ai fait de la prise de son pour des films, je trouve que je suis aux aguets d'un frottement, je suis aux aguets d'un bruit. Vu le métier que je fais, qui est d'essayer de rendre crédibles et vivants des gens que j'ai pas rencontrés, donc des personnages sur scène, j'ai l'impression que ça se tient, tout ça. C'est-à-dire on est une nature et j'allais dire la finesse et l'incroyable petitesse qu'il y a dans le son et qui m'intéresse et qui me plaît, à laquelle je suis très sensible et j'ai l'impression ressemble à la façon dont je vis au quotidien. Moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est votre premier souvenir de radio, une fois où vous avez ouvert votre poste et que ça vous a marqué. Je pense qu'adolescent, Fun Radio, la nuit sous la couverture, les frères et sœurs dorment, les parents pensent que j'ai terminé de lire mon fluide glacial et en fait un petit appareil que... Petite écoute clandestine. Ouais, c'est ça, c'était un petit appareil Aiwa. Donc une marque qui se fait plus et on mettait une pile et il y avait une espèce de petit joystick qui chopait la station qui passait par là. C'était pas du tout des trucs avec des présélections. Donc vraiment un appareil assez archaïque. Et Fun Radio, donc grosse radio, donc à gros émetteurs. Mais c'était quoi? C'était la radio libre? C'était Max. Et Max, voilà, je vois des sourcils se lever, les miens restent statiques. Vous êtes trop jeune. Non, mais c'était intéressant. Max, c'était un animateur avec une voix rocailleur, gouailleur, un peu dragueur. Et les gens téléphonaient la nuit
C'était une libre antenne. Ouais, une libre antenne, ouais, voilà. Moi aussi, j'ai écouté ça. Mais c'est impressionnant parce que les gens appellent pour se raconter et en même temps, tout le monde s'écoute. Déjà, c'est hyper communicant, c'est très friendly comme radio. Et puis, c'est un peu... je crois que c'est un peu aussi le début de l'éducation sexuelle. Je crois que c'était ça aussi, cette tranche horaire de la nuit qui était visée. Je pense que moi, ça marchait très bien. Et puis, ça correspondait complètement au climat d'écouter ça dans le noir sous la couverture comme un petit secret. Et donc, j'ai des souvenirs de gens que je ne connais pas qui venaient raconter... leurs découvertes et leurs premiers ébats. Ouais, leurs premiers ébats, puis leurs anecdotes. Et puis même parfois, c'était des choses un peu embarrassantes. C'est un peu le précurseur de VDM. Voilà, Vie de merde. Mais alors que Vie de merde, c'est en format un peu Twitter, SMS et tout. Alors que là, la libre antenne, enfin, c'était hallucinant. Les gens parlaient pendant un quart d'heure. Et max d'alimenter ce truc-là. Et un souvenir de fiction audio, radio, qui vous a... marqué ou dont vous vous souvenez particulièrement? Ça peut être plus récent. Oui, c'est très récent parce que là, je viens de dévorer des oreilles 57 rue de Varennes de François Perrache. Sur France Culture. Ouais, sur France Culture, après avoir découvert De guerre en fils de ce même François Perrache. Et sur Arte, pour le coup. Sur Arte. C'est ça. Et pour le coup, récemment d'ailleurs. Arte Radio d'ailleurs, on précise. Arte Radio. Et puis pour le coup, il y a une vraie différence de patte entre Radio France, notre institution, et puis le côté punk qu'on peut trouver chez Arte Radio et qui est vraiment génial. Et là, François Perrache, qui est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout et dont j'ai découvert les talents de réalisation et l'incroyable talent d'écriture. C'est fascinant. J'ai dévoré ça comme une série Netflix. Donc, preuve que je ne sais pas si on en doutait, mais que la radio a de belles années devant elle. Et la fiction d'autant plus. Voilà. Alors du coup, moi j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé à la radio. Déjà, comme je disais, j'en ai toujours écouté. Je crois qu'après, au Conservatoire national, en 3e année, on avait un stage de fiction radiophonique avec des réalisateurs qui sont presque plus là, qui sont vivants, mais qui officient de moins en moins à Radio France, je crois, comme Marguerite Gâteau et Christine Bernard-Sugy et Étienne Vallès. Ça a été fascinant. Apprendre à jouer pour le micro, apprendre à se déplacer dans un espace plutôt réduit et où chaque pas résonne grandement. Donc ça, tout d'un coup, oui. Mais oui, justement, ce jeu de la comédie, quand on n'est pas vu, est-ce que c'est plus exigeant? Parce que finalement, on joue moins avec son corps qu'au théâtre. Oui, mais vous savez, quand vous jouez au théâtre, au bout du 10e rang, on vous voit, le 20e rang, on vous perçoit, le 40e rang, on vous devine. Et puis les enfants au paradis, là-haut... ils voient un petit point noir et puis ils nous entendent. Donc finalement, il y a quelque chose comme ça, il y a une déclinaison. Je trouve, ça se poserait pas, je dirais, sur plus de... Comment vous avez dit ça? Plus d'exigence. Je me demandais s'il fallait, par exemple, plus travailler sa voix quand on était sûr de ne pas être vu, quand on enregistrait pour une fiction radio ou... Si tout d'un coup, je vous demandais de déclamer un texte ou d'exprimer de la colère et que ce soit uniquement avec vos cordes vocales, on n'y croirait pas du tout. Il vous faut bien froncer les sourcils, agiter les mains, bouger un peu votre corps et finalement ça s'entend à la radio puisque le son de la voix est secoué. Donc, en fait, il faut jouer comme si vous étiez vu. Non, mais en tout cas, pour vous rejoindre d'abord, il faut totalement y croire à ce qu'on a à faire et pas imaginer que... c'est plus petit ou plus grand pour la radio. Par contre, il faut imaginer que notre public a les oreilles extrêmement fragiles. Il y a une chose très délicate quand même à rendre. Le micro encaisse. On sait qu'il est capable d'encaisser grave, pour le dire brutalement, mais disons que ça demande en tout cas à être très précis dans un petit espace, ce qui n'est évidemment pas le cas au théâtre. Au théâtre, on a toute l'acoustique du lieu dans lequel on joue, avec lequel on joue. Maintenant, à la radio, il faut avoir conscience que chaque espace résonne un lieu. Ça, c'est très... il faut le savoir, ça. Il faut le piger. Il faut piger que 10 cm plus loin, on se retrouve dans une salle de bain, alors que 10 cm avant, on était dans une voiture. Il faut utiliser son corps, mais il faut être encore plus... Pour le coup, vous parlez d'exigence. Il faut en avoir encore plus conscience. Pour ce qui concerne le livre audio, puisque vous avez aussi été narrateur de livres audio, enfin vous avez lu des livres audio et vous avez fait aussi des lectures en public, si je ne me trompe pas. Ouais.
Comment vous êtes arrivé aussi à faire ça? C'est quand même un exercice aussi qui est complètement différent. Donc, Alors, des lectures publiques, c'est jouer au théâtre sans avoir appris son texte. Donc, il faut donner l'idée que ça nous vient quand même un peu. Et en même temps, c'est un travail un peu pédago, puisque j'ai travaillé au préalable sur mon texte et je vais essayer de le rendre le plus intelligible possible sans trop bouger. Maintenant, le livre audio, et je sais que vous allez en parler après, mais j'en ai écouté pas mal et peut-être que je ne connais pas assez, mais je suis assez surpris cette voix monocorde dans l'espace confiné du studio, ce son un peu chaleureux et étouffé. Moi, ça ne me satisfait pas du tout. Et j'ai l'impression que au bout de un peu le même temps, au bout de 3-4 minutes, quand j'ai fait le tour, j'allais dire, des aspérités de la voix et des intonations du lecteur, et donc le but est d'être le moins banal possible, qu'on nous attende le plus original, voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai du mal après à me concentrer sur l'histoire. Je crois qu'il y a j'aurais besoin, moi, si j'étais responsable de livre audio, je crois que j'aurais besoin d'entendre quelqu'un qui me raconte quelque chose et qui en même temps bouge, évolue, vit. Et sans doute que vous allez me dire qu'il y en a, et donc j'en connais pas assez, mais de ceux que j'ai eus qui sont dans des grosses boîtes auxquelles je me suis intéressé, je me rends compte que c'est un peu souvent un même schéma, un même style. La voix, l'auteur, le studio, l'auditeur, il y en a un. C'est-à-dire moi, en l'occurrence, et puis... Mais en même temps, on est aussi seul avec son livre papier, quand on lit. Mais quand on est avec un livre papier, on entend tout ce qui se passe pendant qu'on est en train de lire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a le livre papier et la voix intérieure, donc notre propre voix intérieure qui nous fait les personnages, et en plus qui ne ménage pas ses effets, hein. Notre voix intérieure, c'est pas un petit bonhomme qui vient susurrer à notre oreille interne des personnages. C'est j'allais dire, notre intellect enfin en tout cas, ça m'y fait penser, prend aucune pincette. On y va, quoi. On joue tout de suite, et puis il y a les bruits ambiants. Si je le lis dans mon lit et que j'entends la maison craquer, c'est pas pareil que si je lis et que je suis dehors dans un jardin, qui est pas pareil que si je lis dans une forêt ou tout ça entre dans ma... Alors, puisqu'on parle de voix et de lecture, on va entendre celle d'une comédienne que j'ai rencontrée pour préparer cette émission. Elle s'appelle Françoise Cadol. Elle fait beaucoup de théâtre, mais elle prête aussi sa voix aux versions françaises de certains films. Elle est la voix d'Angelina Jolie, de Sandra Bullock, mais aussi de Marie-Alice dans Desperate Housewives. Je ne sais pas si vous regardez ça, Noam Morgenstern, moi j'adore. Angelina Jolie, je vois bien. Ouais, très bien, chacun ses références. Donc Françoise Cadol, elle est aussi souvent narratrice pour des livres audio. Je vous laisse l'écouter. J'en ai fait quelques-uns, des livres audio. J'ai lu, à chaque fois, c'était des 400 pages. Donc, j'ai lu 2 jours avant l'enregistrement. Je sais qu'il y en a qui ne lisent pas, par exemple. Donc, c'est vraiment chacun. Moi, j'ai lu. Et puis, pour avoir l'histoire, pour avoir la pensée globale. Et puis après, c'est encore une fois, faut y aller. Moi, j'adore raconter les histoires. Donc, faut y aller, faut pas réfléchir. Et voilà, c'est très, très intuitif. Et les livres audio, ce qui est très, très intéressant aussi, c'est qu'il faut raconter une histoire, raconter les personnages, tout en ayant un positionnement qui n'est pas simple à trouver, parce qu'on n'est pas les personnages. Et pourtant, on raconte l'histoire. Donc il y a ce petit dosage à trouver. Mais c'est formidable, c'est fabuleux de raconter des histoires. Un jour, je me suis retrouvée à faire un livre audio et l'ingénieur du son qui enregistrait ce livre n'avait pas lu le livre. Et il était accro. Parce qu'il y avait un suspense terrible. Moi, je connaissais l'histoire. Donc, c'était même entre nous, on voit que ça capte. On voit que ça prend énormément. Et les livres audio... c'est comme quand on est petit, les livres audio. C'est comme quand on est petit et que nos parents, nos grands-parents nous racontent des histoires. Pour moi, c'est le même. C'est la même émotion. Quel regard vous portez sur ce qui vient d'être dit, Noam Morgenstern ? Là, je trouve que c'est un extrait vraiment intéressant.
sur l'évocation des personnages. Comment on rentre dedans, mais pas tout à fait, pour que ça résonne à l'oreille de l'auditeur. Ça, je trouve que c'est un exercice d'une grande délicatesse. Oui, c'est assez beau, cette histoire c'est comme les contes pour les enfants. Mais je crois que j'en démordrai pas. C'est-à-dire, tout d'un coup, moi, là, j'ai pensé, quand j'ai écouté sa voix, j'ai pensé à mes parents. Je crois que j'ai beaucoup de souvenirs avec mon père qui me racontait des histoires. Et je crois qu'en même temps que j'ai le souvenir de sa voix qui me lit Le Petit Prince, j'ai aussi le souvenir de le voir réfléchir avant de se lancer dans une phrase ou dans la fabrication d'un personnage, parce qu'il y en a pas mal dans Le Petit Prince. Et ça fait partie de l'histoire. Donc, ce qui est sûr, c'est que la voix seule nous dessine un visage à l'intérieur de notre tête. On s'imagine de toute façon la corporalité de quelqu'un, et puis de toute façon, ce sera jamais ce vrai visage dans la vie. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est le grain. Des gens qui ne connaîtraient pas dessineraient de... Ouais, dites-moi. Avec la voix, on se construit des images, des visages de personnages, et les narrateurs des livres audio nous y aident. Ouais, mais même plus loin, le côté masculin-féminin, moi je trouve que ça, on peut évoquer des hommes avec une voix de femme, quoi. On peut évoquer des femmes avec des voix d'hommes. Je dis ça, j'ai proposé l'année dernière à Éric Ruff, qui est administrateur donc, de la Comédie Française. Il a ouvert aux acteurs en disant, si vous voulez lire des auteurs dans ce qu'on appelle la coupole, qui est l'étage le plus haut de la Comédie Française à un public, c'est possible. Et moi j'ai proposé, ce que j'ai fait, j'ai lu Charlotte Delbo, qui est donc une auteure incroyable, assistante de Louis Jouvet, de la déportation. Et donc voilà une voix de femme dont si on écoute la radioscopie de Jacques Chancel, c'est une voix fluette des années 60 et qui parle comme ça et qui dit bah oui, moi j'ai été déporté à Auschwitz. Je pense que je pense que si les gens comparent, ils se diront que je la fais pas trop mal, parce qu'en plus je l'ai vraiment dans l'oreille interne. Mais avec ma nature et ma sensibilité, moi je pensais et je pense encore que j'allais pouvoir rendre sa littérature et le rythme de sa littérature et de sa poésie, quand bien même je suis un homme. Je crois qu'après avoir écouté les commentaires ou d'avoir vu l'effet que ça fait, je pense que c'est possible. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on évoque. C'est pour ça que l'extrait, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est jouer des personnages quand on fait des livres audio. Il y a quelque chose, on ne peut pas être à l'intérieur totalement du personnage parce que c'est de la narration. Donc on l'évoque et on joue un peu avec cette chose de jamais trop l'évoquer pour que l'auditeur ait bien conscience qu'il y a une histoire qui se déroule et pas un événement qui va s'arrêter. Et est-ce qu'il y a des mots qui sont plus difficiles à reprendre que d'autres, des auteurs qui sont plus difficiles à lire, à jouer? À dire, vous voulez dire au micro? À dire, oui. Oui. Ou à lire, d'ailleurs. Mais je trouve que, par exemple, en ce moment, on joue avec la troupe de la Comédie Française les albums de Tintin. Vous m'avez grillé, c'est ce que j'allais dire après. Oh, pardon. Vous voulez que je non, c'est une habitude. Non, c'est une blague, non, mais parce que ça m'y fait penser. Et donc, je joue Tintin, Benjamin Habitant qui réalise. Et moi, je trouve ça très difficile. Voilà une BD, en plus, quand j'étais jeune, qui m'a pas du tout intéressé, parce qu'il y avait trop de textes. Et qu'est-ce qu'il y a de difficile aujourd'hui, alors, pour jouer Tintin? Et ce qui est difficile, c'est que le français de Tintin est assez sophistiqué. Et ce personnage-là, il pense absolument pas autre chose que ce qu'il dit. Donc, je prends un verre d'eau, je bois cette eau, elle est fraîche. Je dis ça, bon exemple. Mais c'est pas le côté BD aussi qui fait ça, un peu? C'est-à-dire qu'une BD, finalement, on n'a que ce qu'il dit, quoi. Non, parce que justement, les autres personnages dans Tintin, ils sont retors, machiavéliques, ils ont un passé, un passif. Alors que Tintin, c'est quelqu'un qui avance. Il n'a pas de rancune, il n'a pas d'orgueil, il n'a pas de désir. Il a que de l'instant présent. Il est triste, quoi, finalement. Il est triste. Non, vous voyez, vous dites ça, parfois il sourit. Pas. Non, mais parce que même ça, je trouve que des scènes où il y a du sourire, où il y a où Tintin se marre parfois, il se bidonne, mais j'ai l'impression que ça l'aura pas nourri pour plus tard. Il aura ri, il se sera bidonné, et puis c'est terminé.
Donc il y a quelque chose effectivement qui comme une allumette quoi, qui meurt à l'instant. Et donc ça rend le personnage difficile. Oui, voilà, ça pour le coup, je trouve que c'est difficile en tout cas pour moi à jouer. C'est-à-dire que je fais un métier quand même où la plupart du temps je cherche un sous-texte. Qu'est-ce qui me meut en tant que tel ou tel personnage à agir comme ça ou à parler comme ça. C'est une manière pour vous de mettre aussi le costume du personnage, c'est-à-dire de le connaître jusqu'au bout. Quoi. Et là, quel costume je peux mettre à part, c'est-à-dire dès que je le mets, il est plus là. Ou alors dès que je le mets, je le vois plus. Ouais, voilà, ce serait peut-être plus ça l'image. Donc c'est pas tant la difficulté du vocabulaire ou c'est le personnage en soi. Ouais, par exemple, c'est plus le personnage. Je pense que le personnage amène à la diction. Donc Tintin, c'est une coproduction France Culture, Moulinsart et la Comédie Française, c'est bien ça. La réalisation est de Benjamin Habitant et l'adaptation est de Catel Guillou. Donc on va écouter un extrait du Lotus Bleu. En tout, Tintin et le Lotus Bleu, c'est 5 épisodes de 25 minutes, diffusés en 2016. On en parle après. C'est drôle, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Bon. Rien à faire. Décidément, il vaut mieux que je m'en aille. Attendez! Ne partez pas. Je vais vous dire quelque chose. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Lao Tzu a dit, il faut trouver la voie. Ah oui? Moi, je l'ai trouvée. Donc, il faut que vous la trouviez aussi. D'abord, je vais vous couper la tête. Quoi? Ensuite, vous connaîtrez la vérité. Mon Dieu, un fou. N'ayez pas peur, voyons. Il s'agit simplement de vous couper la tête. Cela ne durera qu'un instant, vous verrez. Le tabouret, il faut que j'arrive à attraper le tabouret. Vous n'aurez aucun mal. Le voilà évanoui. Du coup, j'aimerais bien que vous me racontiez comment on tourne un moment comme celui-là, par exemple, où vraiment on a une espèce de course-poursuite. Alors moi, je vous ai imaginé dans un petit studio en train de vous courir après. Ouais, il y a de ça de vrai. Déjà, je ris à votre extrait parce que je repense, ça vous fera plaisir comme anecdote, à 20 acteurs de la Comédie Française en train d'essayer de travailler leur accent chinois et japonais avec des gens qui nous aident. Et donc, il est 9h du matin et on entend « Bonjour !»« Ah oui, bonjour !» Non, c'est pas comme ça. C'est « Bonjour !» Et je vois quand même des gens qui ont joué des plus grands rôles de Shakespeare, Molière ou Racine. Et on est tous là quand même à trouver le bon accent. Ouais, la sinologie de ces accents. Et comment on fait? Effectivement, l'espace est tout petit. On est entouré de panneaux acoustiques pour que l'extérieur du studio ne résonne pas. Donc on crée un studio dans un studio. Puis il est très scrupuleux, il respecte scrupuleusement la BD, Benjamin. Donc les plans autant que les inflexions de voix dans les traits du visage. Donc on travaille avec la BD en main. Et ça, c'est pas non plus si simple que ça de travailler comme ça, parce que ma nature, ma sensibilité pourrait me faire jouer de cette façon-là ou une autre Tintin. Il me ramène à la BD et à l'expression de la BD, qui me force moi à coller à des traits du visage que j'ai pas, parce que j'en ai beaucoup plus que Tintin, quoi. Maintenant, comment on fait ça? Je crois que ce qu'on fait ressemble à peu près à ce qu'on écoute, à ce qu'on entend, pardon. C'est-à-dire on tourne vraiment, on se tourne autour l'un de l'autre, on tourne dans ce petit espace et par contre, vous voyez, on entend à un moment très rapproché le tabouret, il faut que j'arrive à choper le tabouret. Et ça oblige à calculer le moment où je vais revenir après mon tour devant le micro et dire la réplique en place, ni trop fort, ni trop loin, ni trop bas, ni pour pas popper, et pour être dans le jeu et pour être dans le souffle. On joue vraiment aux gendarmes et aux voleurs, quoi. Donc on se met quand même dans un certain réalisme, quoi, pour le faire. Je me souviens que les pas comptent plus que la course. On dissocie, quand on fait ce genre de scène, il faut être inventif dans le souffle, dans ce qu'on a dans les poumons. On se régale quand même, non? À faire ça? Ouais. Ah ouais, c'est génial. Mais surtout, en plus, de compartimenter, de considérer que le corps n'est pas juste une espèce de bloc qui a un élan en soi, je vais pouvoir à un moment jouer un peu plus sur le souffle et la respiration et halter un peu plus, alors que ça ne m'aura pas coûté d'énergie. Et puis tout d'un coup, repartir dans une course qui est exclusivement centrée dans mes pieds. Vous voyez, là par exemple, j'y pense, mais ça me manque dans les livres audio. Cette voix-là,
j'arrive pas du tout à la placer dans l'espace. Je sais que c'est quelqu'un qui est au micro dans un studio. Je crois que j'aurais besoin de temps en temps d'entendre la personne se lever, se décontracter les jambes, tout en continuant de lire, de me raconter cette histoire, mais de l'entendre physiquement, de la situer mieux que ça dans l'espace, plutôt que dans cette voix telle qu'elle a été décidée. Vous trouvez un livre désincarné, en fait. Vous trouvez qu'un livre, c'est désincarné par rapport à un jeu d'acteur. Ouais, exactement. Quand bien même c'est incarné, comme le disait l'extrait que vous nous avez passé, quand bien même il y a ces allers-retours dans les personnages et en le tout dosage. cas, c'est désincarné dans l'espace. Oui, moi ça me gêne. Moi, je préfère. Mais Ouais. pour moi, le livre audio, c'est d'abord un livre. Mais vous vous rendez compte, on n'entend même pas les pages tournées. Même non, pas. c'est vrai. Non, les pages tournées, c'est vrai que ce serait chouette. Mais sans doute que par exemple pour vos oreilles, c'est plus clair, on entend mieux l'interprétation et on rentre mieux dans l'histoire si la personne qui lit s'efface Disons que ça permet derrière de le préserver livre. un peu l'intimité d'un livre. Et si on en revient au théâtre, puisque c'était notre sujet, à quoi vous pensez quand vous tournez une scène de fiction ? Est-ce que vous essayez du coup de traduire tout ce que vous faites en son le plus possible ? Je sais que le rôle du réalisateur dans ce cas-là a beaucoup d'importance, puisque c'est aussi lui c'est vraiment lui, mes qui oreilles. entend ce qui se passe, enfin, finalement ce qui est capté comme son, donc il vous guide. Disons qu'on est plusieurs dans la même tête. Je sais que je m'écoute en jouant. Est-ce que je crois à la sincérité de ce que je dégage ? Est-ce que j'arrive à me duper ou à me surprendre ? Et tout en faisant ça, je m'en remets complètement au réalisateur qui me dira si c'était convaincant. C'est quand même lui mes premières oreilles. Parfois, je vois qu'on bloque sur certaines scènes ou des répliques, mais parce que moi, la façon dont je l'entends, elle m'empêche d'aller vers la version du réalisateur. Ça me fait vraiment penser qu'au théâtre, quand même, quand on est sur scène, je sais qu'avant de jouer dans une salle, quand on arrive, on va dans les fauteuils qui sont vides et on essaie d'écouter l'acoustique de la salle et on demande à nos camarades, vas-y, joue un peu pour voir. Et donc, on se met au diapason de l'endroit dans lequel on est. Alors qu'à la radio, y a ça, mais quand bien même ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, c'est pas uniquement ça auquel il faut faire attention, puisque on a quelqu'un qui est nos oreilles, le réalisateur donc. Alors, je me suis rendue avec mon petit micro dans un studio d'enregistrement à Radio France, justement. J'ai pu assister à un tout petit bout du tournage de L'Ingénieux Don Quichotte de la Manche, une reprise, c'est comme ça que la fiction s'appelle, une reprise du très grand roman de Miguel de Cervantes, réalisé ici par Cédric Ossir. Donc, c'est 15 épisodes prévus pour janvier 2018 sur France Culture. J'ai pu enregistrer quelques instants. Je vous laisse écouter et vous plonger les yeux fermés dans ce grand studio d'enregistrement. Laissez-moi vous rentrer, il faut que je le voie. C'est mieux ça, c'est intéressant. Mais on peut. Maudite gouvernante. Si quelqu'un a été débauché, entraîné, c'est bien. Oui, on n'a pas besoin de que vient faire ce malotru dans notre maison. Je m'appelle Jean-Pierre Becker et je joue le barbier dans ce Don Quichotte. Don Quichotte est dans ses folies, son entourage s'inquiète, essaye de le ramener à la maison, le ramener à la raison, et ils n'y arrivent pas. Attention, ça tourne. Que vient faire ce malotru dans notre maison? Retourne dans la tienne, parce que c'est toi et pas un autre qui débauche mon maître et l'entraîne sur les grands chemins. Maudite gouvernante. Si quelqu'un a été débauché et entraîné, c'est bien moi et non ton père. Ce qu'on appelle la salle sourde, qui ont des sons différents, une avec du sol en gravier, une avec du sol en pavé, une sol en tapis, une sol en bois, etc. Ça tourne. Vont-ils arriver, mon oncle? Mon Dieu, vous voilà bien mal en point, monsieur. Venez avec nous. Que nous vous déshabillons. C'est d'autres règles du jeu. Notre métier qu'on joue au théâtre, au cinéma, télé, radio, donc, le cœur du métier reste le même, c'est le diamant qu'on a plus ou moins dans le ventre. Et là, il y a quelques petites règles, effectivement. On ne fait pas les pas de la même façon. Des fois, il ne faut pas qu'on nous entende. Des fois, au contraire, il faut qu'on nous entende beaucoup plus qu'on nous entendrait n'importe où ailleurs, parce que la radio a besoin d'éléments forts pour que les gens qui écoutent aient un tableau devant les yeux, pas simplement du son, un film qui se développe dans leur tête.
Donc voilà, il faut imaginer quand même que parce que bon, évidemment, tout n'est pas forcément devinable juste avec le son. Moi, j'ai vu, donc c'est pour ça que je vais le raconter. Mais il faut imaginer donc l'armure de Don Quichotte qui est faite avec deux bouts de métal qui sont mis de chaque côté des épaules, avec accrochés dessus des couverts et des couvercles de casserole pour que ça fasse gling 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 quand ça marche, et à entendre en son après on a vraiment l'impression que c'est une armure, quoi. Donc c'est génial. C'est vrai que le métier de bruiteur aussi, ça c'est impressionnant. Eux savent eux d'abord connaissent l'identité des objets qu'on croise au quotidien. Ils se disent ça veut aussi dire autre chose, le son de cet objet, ça dans un autre contexte ça résonne totalement différemment. Ça, c'est vraiment génial, bruiteur. Moi, c'est un truc que j'aurais adoré faire. Vous voyez, vous me demandez. Moi, voilà, encore une casquette à vous mettre sur la tête. Non, mais c'est un truc que j'ai passé de longues heures dans les studios, je crois que c'est à Alfortville et à Boulogne-Billancourt, à écouter, à voir les bruiteurs de cinéma, à faire des pas de femmes sur un trottoir. Et il fallait que la femme soit excédée. Comment on donne ce pas-là, la nervosité du talon. Enfin, franchement, c'est quand même incroyable de savoir faire cette chose-là. Puis c'est impressionnant parce que, hier, du coup, la bruiteuse que j'ai vue, elle les suit partout et elle arrive à recréer des sons que nous, à l'oreille, ils nous paraissent bien, mais elle, non. Elle se dit, ah non, mais si on tape plus vers le milieu de la porte, ça fera pas le même bruit. C'est incroyable. C'est des trucs, nous, Du coup, ça vous parle un petit peu ce que vous venez d'entendre. Ouais, ça me parle. Et puis, déjà, je les connais, parce que c'est Cédric Ossire, qui est déjà, avant d'arriver, ils étaient à côté. Donc, je suis allé les voir, parce qu'il y avait Igor Menjinski, d'ailleurs. Oui, parce que vous, en ce moment, vous êtes en train de tourner un autre... là, on fait un autre album de Tintin, et donc, eux étaient en train de tourner un autre épisode de Don Quichotte. Donc, je les connais bien. Et c'est vrai que c'est un... Ouais, c'est vrai que ça a l'air comme ça avec le micro que vous avez pris de loin, donc ça a l'air fait de briques et de broc quand même. Ça a l'air un peu. Je joue. Ah oui, parce que moi j'ai pas le matériel évidemment de Radio France pour enregistrer le son. Ah non, puis de toute façon c'est pas mixé, vous avez pas les plans sonores qu'ont tout le staff en technique là dans l'aquarium, en régie là-haut, donc. Il y aurait de toute façon pas le même résultat, mais c'est vrai qu'il faut savoir, comme le dit Monsieur Becker. Il faut savoir se mettre soit aussi dans une imagination au travail. Quand on est affublé, comme vous le dites, de plaques de métal avec des couverts pour que ça fasse bling bling, et nous acteurs, il faut se dire non, ça c'est mon armure. Alors que si on voit une photo quelques années plus tard, on se dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce spectacle ? Et on dit non, attends, c'est pas un spectacle. T'as pas joué comme ça devant avec un service à thé sur toi. Donc c'est vrai que ça nous demande une forme d'humilité. Ou une forme de recul, juste ? Humilité, non, je crois pas, non. Je crois que ça rentrerait pas là-dedans. Par contre, du recul, non, moi je dirais même l'inverse. Vous savez quoi ? Je pense que c'est pas du recul, mais au contraire, c'est de l'avant. Comme je disais, une imagination au travail. Il faut être totalement... faut pas faire abstraction, il faut prendre absolument ce qu'on a en se disant, cette chose-là... C'est mon armure. Ouais, c'est mon armure. Et elle est faite comme ça. De toute façon, ces métiers-là, on est des passeurs des mots des autres ou parfois des mots de soi-même. Et on utilise ce qu'on est pour les autres. Donc, il faut y croire d'abord. Alors, le travail qu'on a d'acteurs, que ce soit de télé, ciné, radio, quand même, c'est d'abord d'y croire. Ouais. Alors, j'ai rencontré un autre comédien qui, comme vous, tourne un peu autour de la maison de la radio. Oui. Il donne aussi sa voix à des grands personnages de la littérature ou d'ailleurs, c'est Christophe Raymond. Alors, avec Christophe Raymond, on s'est vu dans un café du 18e arrondissement de Paris. Je vous le dis, pas pour raconter ma vie ni la sienne, mais c'est pour que vous compreniez les petits bruits de cuillère ou de vaisselle qu'on entend en fond. Dans les bistrots, ça arrive. Donc, Christophe Raymond, il est comédien depuis 15 ans et il fait beaucoup de fiction audio pour France Culture et France Inter. Je lui ai demandé s'il avait un souvenir marquant d'un tournage où le côté radiophonique l'a perturbé en tant qu'acteur. J'ai un souvenir comme ça où c'était dans Millennium, ça, où mon personnage, Blomqvist, faisait l'amour avec Lisbeth, par exemple. Donc là, c'est sûr que si on filmait la situation, oui, on pourrait se marrer. Ouais. C'est-à-dire que le bruiteur reste déshabillé, va faire les frottements de tissu, pendant que nous on est en train de simuler la situation, parce que là c'est vrai qu'on ne peut pas se toucher à la radio. C'est parfois des doubles micros, des micros assez performants, donc si on commence à mal interagir, ça va être une espèce de capharnaüm à la radio, quoi. On va avoir l'impression de se parler face à face, mais si on fait un mouvement un peu trop de côté, on va avoir l'impression que le personnage
était en gros plan, et puis il va se retrouver à 30 mètres en l'espace d'une seconde. Il faut rester vraiment dans des angles particuliers de micro, en donnant l'impression qu'on parle à l'autre. Du coup, ce genre de souvenirs que Christophe Raymond vient de nous livrer, est-ce que ça vous parle? Est-ce que parfois il y a quand même des situations où c'est compliqué de mettre en scène sans se toucher? Ça me fait rire. C'est tellement bien vu de dire que dans une scène débat, c'est le bruiteur qui se déshabille. Je trouve que ça, c'est vraiment génial. Comme le bruiteur est le prolongement de notre action, ouais, c'est très important d'être au diapason avec lui. Après, des difficultés, moi je trouve que chaque fois qu'on enregistre, la difficulté c'est que tout le monde soit... mais c'est comme ça au cinéma, ou à la télé, pas au théâtre. Mais il faut que tout le monde soit au même timing. Je dis que c'est pas pareil au théâtre parce qu'au théâtre, comme on navigue à vue et en direct, on peut retrouver une façon de truquer ce qui s'est passé ou de faire semblant que c'était prévu. Je sais pas, vous me demandiez si moi j'avais traversé ce genre de difficulté. Oui, par exemple, voilà. Est-ce que vous avez dû à un moment donné vous y reprendre à plusieurs fois, vraiment beaucoup de fois pour faire une scène, parce que vraiment le côté audio était compliqué à gérer. Non, le plus souvent, c'est quand le réalisateur me dit que... Il me dit, par exemple, non, mais il faut que tu t'imagines, on est sur un port, il faut parler fort, les bateaux arrivent, la population, les migrants arrivent, il y a ça dans Tintin, mais il faut prendre en charge aussi cette ambiance-là. Il faut se mettre, c'est pas seulement parler fort, mais il faut... mais c'est très excitant, mais c'est difficile. Et moi, je me souviens que plusieurs fois, mon réalisateur a pu me reprendre en me disant, non... il ne peut pas réfléchir avec ce timing-là, vu qu'il est dehors, qu'il fait froid, qu'il y a les embruns, qu'il y a énormément de bruit. Il me dit, tu verras, on va rajouter des ambiances, il y a les dockers, il faut être plus alerte, plus puissant. Je ne sais pas, il y a plein de choses là, qui pourraient me revenir, mais disons que c'est d'ailleurs d'une façon générale, je trouve que... moi, j'adore qu'on me raconte, que le réalisateur me raconte l'histoire qu'il a dans la tête. Et une fois que je prends le plus d'informations, après je le mets dans mon jeu et je le mets dans les répliques que j'ai à jouer. J'ai fini par demander même à Benjamin quelles étaient ses lectures du moment. Est-ce qu'il a un livre, lui, qui pourrait m'intéresser, et pour que je comprenne comment lui il réfléchit, comment lui il entend, comment lui il ressent Tintin, parce que je sais que c'est lui qu'il va falloir que je convainque. Il y a une actrice, c'est du perfectionnisme. Il y a une actrice qui m'a raconté que chaque personnage elle change de parfum. Je trouve ça génial, moi, par exemple. Voilà encore une chose invisible comme le son, quoi. Elle embaume, elle crée une trace totalement éphémère, comme l'est le son une fois qu'une parole a été prononcée, d'un personnage qu'elle va traverser. Après, là où je trouve ça génial, moi, dans le parfum, c'est que quand elle ressort un parfum qu'elle a utilisé, le personnage revient, alors que nous, une fois qu'on a dit une parole dite, il est tu à jamais, quoi. Alors je suis désolée, je vais devoir vous couper parce que l'émission touche à sa fin. Le moment est venu pour Sophie de nous livrer sa critique de livre audio. La critique d'un dernier né dans les rayons des libraires, puisqu'il s'agit de Fendre l'armure d'Anna Gavalda. Allez, on vous écoute. Vous êtes gourmande, Andréane ? Ah bah oui. Oui, alors écoutez, ça tombe bien, parce que moi aujourd'hui, je viens vous parler d'une véritable sucrerie. Sincèrement, cela faisait longtemps que je n'avais pas offert un plaisir aussi pur à mes oreilles en matière de livres audio. Et pourtant, franchement, des livres audio, j'en lis beaucoup. Et là, je me suis faite cueillir, surprendre. Alors qu'honnêtement, je commençais ce livre sans grand enthousiasme, sans enthousiasme excessif. J'avais écouté quelques critiques à la radio, ici ou là, qui ne m'avaient pas franchement donné envie de lire ce dernier ouvrage d'Anna Gavalda. Je m'en étais fait l'idée d'un livre de bobo pour bobo, en somme. Alors oui, c'est vrai, il est très urbain, ce livre. Il traite de nos problèmes contemporains, il est très ancré dans notre époque. Mais il touche aussi à des choses bien plus universelles. Il gratte notre humanité, il appuie là où ça fait mal, et ça nous fait du bien. Bon, mais dites-nous pourquoi il est si génial que ça. Et d'abord parce que les voix des 4 narrateurs, 3 d'entre eux surtout, selon moi, s'accordent à merveille avec le style de l'écriture et avec les failles des personnages. Fendre l'armure comporte en fait 7 nouvelles. Elles ont un point commun. Elles racontent des moments de vie de personnages cabossés par l'existence. Ils sont tous vraiment bien seuls, plusieurs ont un problème avec l'alcool et ils ouvrent leur cœur pour la première fois. Paul, par exemple. Il se livre dans une lettre à un ami mort, comme dans ma nouvelle préférée qui s'intitule Le Fantassin. Louis, cet ami mort, lui a tendu la main à l'un des pires moments de sa vie d'homme d'affaires qui a à peu près raté l'essentiel.
Maintenant que Louis est mort et bien mort, alors Paul ose lui entrouvrir la porte des sentiments. Il ose lui dire qu'il a été son seul ami et lui avouer combien il se sent seul à crever, franchement, depuis son enfance. Alors que vu de l'extérieur, on pourrait croire que son enfance a été dorée. En fait, lui, il s'est senti très très mal aimé. Dans une autre nouvelle, Mathilde raconte son désir d'enfant, impossible à assouvir, à une jeune inconnue, tout aussi malheureuse qu'elle, après le suicide de son compagnon et malgré la présence de 2 jeunes enfants tout joyeux. Jeannot, lui, c'est un routier. Il rassemble les tragédies de sa vie. La pire, c'est la mort de son fils asthmatique. Et elle lui revient comme en boomerang lorsqu'il doit euthanasier son chien, qui a été en fait ce chien, sa planche de salut au moment du décès du petit Ludo. Bref, les nouvelles sont pour beaucoup touchantes et j'ai vraiment été bluffée par la capacité des narrateurs à rendre audibles les failles de leurs personnages. Là, par exemple, on va écouter Paul. Je vous invite à tendre l'oreille. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Vers la fin décembre, quand les jours sont si courts et que le manque de lumière, en plus de l'angoisse des bilans comptables, des commissaires aux comptes et des fêtes de famille, nous rend tous si vulnérables. J'ai toujours travaillé comme un chien, mais plus encore à cette époque. C'était en pleine crise du brut, et j'avais l'impression d'être ce personnage de cartoon à la Tex Avery qui s'épuise à boucher des fuites en cascade en courant comme un pauvre diable d'une catastrophe à l'autre sans jamais rien colmater nulle part. Des déplacements en tous sens, des réunions interminables et d'âpres parties de bonneteau avec des banquiers sans talent me tenaient lieu de rustines, de chalumeaux et de bouchons de liège. Et là, je trouve que la voix de la narratrice transpose aussi à merveille, par sa voix cassée, les fêlures de la femme qu'elle doit incarner. Pendant 8 ans, 6e, 5e, re-5e, 4e, 3e, seconde, première et terminale. C'est beaucoup, 8 années. C'est un bout d'enfance et toute une adolescence. Toute une adolescence passée à compter les jours. Beau départ dans la vie, non ? Je viens d'une famille de militaires. Armée de terre. Premier RHP. Régiment des hussards parachutistes. Un aïeul à Valmy, un autre à Sébastopol, un grand-oncle à Verdun, et 2 grands-pères dans les Ardennes en mai 40. Plus beau tableau de chasse, tu meurs. Omnia si perdas famam servare memento. Si tu as tout perdu, souviens-toi qu'il reste l'honneur. Donc, du coup, Sophie, pour ce livre, vous pensez que la version audio représente un plus ? Alors oui, vraiment, là, c'est certain. Les voix donnent vie aux personnages, des personnages auxquels, du coup, et malgré la brièveté des textes, on parvient à s'attacher. Moi, franchement, Paul ou Jeannot, je ne pense pas que je vais les oublier tout de suite. Et concernant la musique ? Alors, elle sépare les nouvelles les unes des autres et elle est assez discrète et vraiment en harmonie avec le texte. Elle contribue, je trouve, à créer une ambiance, même pour moi qui, en général, y prête franchement peu attention. Donc Sophie vous conseille vivement Fendre l'armure d'Anna Gavalda, lu par Rachel Arditi, Chloé Lambert, Stéphane Boucher et Grégory Baquet. L'ouvrage est édité par Audiolib, tout simplement. Alors il est venu pour moi le temps de vous dire au revoir. C'était pas français cette phrase, il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir. C'est la fin de l'Air du Son. Merci beaucoup à Noam Morgenstern d'avoir été avec nous et de s'être livré avec tant de passion sur sa carrière. Merci beaucoup. Et ses goûts, c'était passionnant. C'était passionnant. L'Air du Son est une coproduction audible.fr et Binge Audio. N'oubliez pas que vous pouvez aimer, suivre, vous abonner et étoiler cette émission. Tout est à retrouver sur vos plateformes de podcast préférées. Toutes les émissions sont encore disponibles, même la saison 1, à réécouter à l'infini. Merci beaucoup et à la prochaine.